Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne dont j'ai appris l'existence il y a à peine un peu plus d'un mois. Il s'agit d'une femme, et elle aurait largement mérité de faire partie des 10 Françaises remarquables qui ont été honorées lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Cette femme, c'est Marie de Gournay, et c'est lors de ma visite de la fameuse tour de Montaigne que je l'ai découverte. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi son nom est associé à celui de Montaigne, mais aussi pourquoi elle mérite d'être distinguée pour elle-même et surtout pour son œuvre. Avant de commencer, quelques mots sur les sources que j'ai utilisées. Il y a d'abord ce petit livre que j'ai acheté à la boutique du musée de la Tour de Montaigne, et ensuite cet autre livre intitulé Ce que la philosophie doit aux femmes, livre qui a été dirigé par deux Laurence, Laurence Hansen-Love et Laurence de Villers. C'est la seconde qui a écrit l'article sur Marie de Gournay. Je me suis aussi servi de plusieurs ouvrages de Marie de Gournay ou d'articles sur elle que l'on peut trouver sur des sites universitaires ou sur l'indispensable Gallica. Les livres de Marie de Gournay sont généralement proposés dans leur forme originale et il faut reconnaître qu'ils ne sont pas faciles à lire à cause de l'orthographe, de la syntaxe et parfois même du vocabulaire. Je partagerai bien entendu les références, c'est-à-dire les liens de tous ces textes dans la description qui est juste sous la vidéo. Nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet et je vais tout d'abord vous donner quelques éléments biographiques. Alors Marie de Gournay est née le 6 octobre 1565 à Paris dans une famille de petite noblesse qui s'appelait initialement Le Jars et qui était issue de la région de Sancerre dans le Berry. Elle changea de nom après l'achat par son père Guillaume de la seigneurie de Gournay-sur-Aronde, une commune de l'Oise au nord de Paris. Son père meurt en 1578 alors que Marie n'a que 13 ans et que la famille donc s'installe alors dans la seigneurie donc de Gournay-sur-Aronde. Son caractère bien trempé et sa curiosité naturelle l'ont amené à braver les attentes sociales de son époque qui étaient liées à son rang de petite noblesse et surtout à son sexe. Mais c'est ainsi qu'elle décida de poursuivre une voie singulière. Elle voulut, être ce qu'on appellerait aujourd'hui une intellectuelle en vivant de sa plume. Elle ne se mariera donc jamais et vivra difficilement, mais sans jamais dévier de l'objectif qu'elle s'était fixé. À l'âge de 13 ans, bien isolée dans le château picard de sa famille, et destinée à des tâches jugées féminines, elle ne peut empêcher son esprit de vagabonder vers des livres qui lui sont interdits. Dans l'un de ses récits autobiographiques, elle raconta comment elle apprit par elle-même le latin et un peu le grec en comparant les textes antiques avec leur traduction en français. On imagine bien l'effort qu'elle a dû faire pour cet apprentissage tout à fait hors du commun. Et elle précise bien qu'elle le fit à des heures dérobées, c'est-à-dire en cachette de sa mère, qui ne devait pas comprendre la soif de savoir montrée par sa fille, et qui était plutôt hostile à cet apprentissage de la culture humaniste. Cela est assez représentatif de l'éducation que recevaient les filles à cette époque. En fait, on pourrait plutôt parler du manque total d'éducation que recevaient les filles, si on met de côté tout ce que Marie de Gournay regroupe sous le terme de la quenouille, à laquelle sa mère aurait voulu la destiner. Marie se souviendra de cette discrimination dont souffraient les filles de son époque dans son livre sur l'égalité des hommes et des femmes dont je vais vous parler un tout petit peu plus loin. Cette double formation dans les langues antiques lui ouvrit les portes de l'humanisme et fait d'elle une des rares femmes de son époque capable de lire les textes antiques dans le texte. À ce propos, citons une de ses contemporaines. Anne-Marie de Schurman, une intellectuelle de l'actuelle Hollande, elle-même éprise de savoir et qui lui rend hommage dans ce court éloge initialement écrit en latin. Tu brandis les armes de Pallas, vaillante guerrière des batailles de l'esprit, vierge intrépide, qui osa affronter les hommes, tu t'élèves au-dessus d'eux.
Ces vers reconnaissent non seulement son talent et son érudition, mais aussi et surtout son audace, qui lui permettent de s'élever au-dessus des hommes. Remarquons que la réputation de Marie de Gournay dépassait les frontières et qu'elle avait pu trouver un soutien auprès d'autres femmes savantes européennes. Ce soutien, d'ailleurs, n'était pas de trop, car il semble bien que les hommes de son époque ne l'aient pas épargné par leurs critiques, que ce soit sur son physique, ses dépenses jugées somptuaires, et bien sûr sur son talent, qu'on avait du mal à reconnaître chez une femme. Quand elle eut 18 ans environ, se produisit un événement qui allait changer profondément sa vie. En effet, elle tomba par hasard sur les essais de Montaigne. On ne sait trop comment se produisit ce hasard, car les librairies n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui, et le livre n'était pas très connu. Mais nous n'en savons pas plus, donc on est bien obligé d'admettre qu'elle eut beaucoup de chance dans cette découverte fortuite. Elle apprécia tant cet ouvrage qu'elle souhaita ardemment rencontrer son auteur. Et là encore, elle eut beaucoup de chance, car en 1588, alors qu'elle est âgée d'environ 23 ans, elle apprend que Montaigne est de passage à Paris. Elle lui envoie donc un billet en lui faisant part de son admiration et de son vif désir de le rencontrer. Il lui répondit très rapidement et ils se rencontrèrent dès le lendemain. C'est ainsi que naquit une relation amicale et intellectuelle si profonde que Montaigne, qui était de 32 ans son aîné, la surnomma ma fille d'alliance. Cette amitié fut si forte que Montaigne supprima dans ses essais un passage où il pensait qu'il ne pourrait retrouver une aussi belle relation que celle qu'il avait connue avec Étienne de la Boétie. C'est pour dire. Après la mort de Montaigne en 1592, soit 4 ans après cette rencontre, sa veuve confia à Marie de Gournay la dernière version du manuscrit des essais afin qu'elle le publie. Ce qu'elle fit en 1595, puis en 1598 et 1602, avec une préface, des reformulations, des corrections, des traductions de passages en latin, et parfois même un enrichissement du texte original. On peut dire que son rôle a été décisif. Non seulement elle a sauvé, défendu et transmis la pensée de Montaigne, tout en affirmant sa propre voix. Mais on ne peut pas limiter le travail de Marie de Gournay aux seules éditions des Essais de Montaigne. Fidèle à son projet d'être une femme de lettres, elle a produit une œuvre foisonnante dans des domaines très variés, comme des critiques sociales, en particulier sur la vie des courtisans, mais aussi des leçons de morale ou des réflexions sur l'éducation. Dans tous ses ouvrages, on retrouve son style, moraliste, sarcastique, plein d'ironie et d'érudition. Elle a aussi traduit des auteurs antiques comme Salluste, Tacite, Ovide ou Virgile. Pour finir cette courte biographie, précisons qu'elle a principalement vécu à Paris, où elle a réussi à se faire quelques protecteurs comme Anne d'Autriche ou Richelieu, qui lui a accordé une pension, et où elle a fréquenté les salons et les érudits de son époque. C'est aussi à Paris qu'elle est morte en juillet 1645, à l'âge de 79 ans. Nous allons maintenant pouvoir aborder l'ouvrage pour lequel elle est le plus connue. Je veux parler de Égalité des hommes et des femmes. Dès le début, Marie de Gournay précise bien que la cause qu'elle veut défendre est celle d'une égalité homme-femme, et pas d'une supériorité des unes sur les autres. Voici ce qu'elle en dit dès la première page de l'ouvrage. La plupart de ceux qui prennent la cause des femmes contre cette orgueilleuse préférence que les hommes s'attribuent, leur rendent le change entier, renvoyant la préférence vers elles. Moi qui fuis toutes les extrémités, je me contente de les égaler aux hommes, la nature s'opposant pour ce regard autant à la supériorité qu'à l'infériorité. Avant d'aller plus loin, une petite remarque sur le style. Marie de Gournay fait preuve d'une grande érudition, comme on va le voir, mais elle sait aussi manier l'ironie, comme on va le voir dans ces deux exemples. Mais ce qui peut consoler les femmes contre ce mépris, c'est qu'il ne se fait que par ceux d'entre les hommes auxquels elles voudraient le moins ressembler. Puis un peu plus loin, mon Dieu, que ne prend-il quelquefois envie à ses suffisances de fournir un peu d'exemples justes et précis et de pertinentes lois de perfection à ce pauvre sexe. Je
dois reconnaître que j'apprécie particulièrement cet humour un peu caustique. Continuons avec les justifications qu'elle donne pour cette égalité. La première de ces justifications, c'est la nature. Et on l'a déjà lu dans la première citation que je vais reprendre ici. Je me contente de les égaler aux hommes, la nature s'opposant pour ce regard autant à la supériorité qu'à l'infériorité. Mais on retrouve cette justification par la nature un peu plus loin. Au surplus, l'animal humain n'est homme ni femme à le bien prendre, les sexes étant faits non simplement ni pour constituer une différence d'espèce, mais pour la seule propagation. Vient ensuite la justification par la religion, ce qui est particulièrement habile, puisqu'on sait que l'Église catholique a longtemps professé une infériorité de la femme. Mais là, Marie de Gournay démontre avec quelques exemples qu'on peut tout aussi bien affirmer le contraire. L'homme fut créé mâle et femelle, ce que dit l'Écriture, ne comptant ces deux que pour un. Le deuxième exemple est encore plus intéressant. Voici ce qu'elle écrit. Au reste, toutes les nations concédaient la prêtrise aux femmes, indifféremment avec les hommes. Et les chrétiens sont au moins forcés de consentir qu'elles soient capables d'appliquer le sacrement de baptême. Mais quelle faculté de distribuer les autres leur peut être justement déniée si celle de distribuer celui-là est justement accordée? En effet, dans certaines régions, l'Église avait autorisé les sages-femmes à administrer le sacrement du baptême dans les cas les plus urgents, pour éviter que les bébés ne meurent en n'étant pas baptisés et ne puissent ainsi accéder au paradis. Donc Marie de Gournay remarque l'absurdité d'interdire l'administration par les femmes des sacrements en général, alors qu'elle permet d'administrer celui du baptême. Dans un autre domaine, Marie de Gournay n'oublie pas de citer le cas historique de Jeanne la Pucelle, et je reprends son expression, qui, bien que femme, conduisit les armées du roi et assura ainsi le salut du roi et de son prince. Enfin, la philosophie elle-même nous apporte des preuves de cette égalité entre les hommes et les femmes. Platon leur assigne même droits, facultés et fonctions en leur république et partout ailleurs. Alors, j'ai un peu raccourci la citation pour me concentrer sur l'essentiel. Ceux d'entre vous qui auront regardé ma vidéo Comment sortir de la caverne de Platon, ou bien qui connaissent le livre La République, comprendront cette allusion. En effet, dans cet ouvrage, Platon reconnaît que les femmes sont tout à fait capables d'accéder au rang de gardiennes de la cité et donc de philosophes. Autre citation philosophique, mais cette fois-ci venant de Plutarque. Plutarque, dans l'opuscule Des vertueux faits des femmes, maintient que la vertu de l'homme et de la femme est même chose. Tous les extraits viennent de ce livre, je le signale. On le voit, Marie de Gournay n'a pas hésité à emprunter ses arguments à des domaines très variés. C'était doublement habile de sa part. En effet, elle renforçait ainsi sa position. Celle-ci n'était pas une idée en l'air, mais une revendication solide, justifiée par des siècles de traditions religieuses, philosophiques ou autres. Cette argumentation était tellement riche qu'elle en devenait difficilement contestable, à moins de faire preuve de cette suffisance masculine qu'elle dénonçait avec ironie au début de son texte. Mais cette multiplicité et cette variété argumentaire avaient un autre avantage. Elle était une preuve éclatante qu'une femme pouvait non seulement avoir une grande culture, mais aussi une tout aussi grande capacité à déployer une argumentation rigoureuse. Son livre non seulement soutenait sa revendication d'égalité,
mais il la démontrait par l'exemple. Mais alors, puisque l'égalité des deux sexes pouvait se justifier à la fois par la nature, la philosophie et la religion, comment se faisait-il qu'elles ne fussent pas respectées dans les faits? La principale raison que Marie de Gournay donna pour ce qu'on pourrait appeler une absurdité tenait en un seul mot: l'instruction. C'est parce que les femmes ne bénéficiaient pas de la même instruction que les hommes qu'elles restaient cantonnées dans une situation d'infériorité. Et Marie de Gournay le savait bien, puisque sa mère elle-même avait voulu la cantonner à la quenouille, c'est-à-dire aux tâches ménagères. Cette importance de l'instruction, elle en parla dans cet extrait. S'il le faut prouver, se trouve-t-il plus de différence des hommes aux femmes que des femmes à elles-mêmes, selon l'institution qu'elles ont reçue, selon qu'elles sont élevées en ville ou en village, ou selon les nations? On le comprend. Ce qui crée les différences entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les citadins et les paysans, ou bien encore entre les habitants de tel ou tel pays, c'est la qualité et la quantité de l'instruction dont ils bénéficient. Et cette instruction concerne tous les domaines, car on va voir maintenant que sa soif de savoir ne se limitait pas à la philosophie ou à la lecture des auteurs anciens. En effet, Marie de Gournay a pratiqué l'alchimie, et comme d'habitude, si j'ose dire, elle l'a fait à sa façon, sans se préoccuper des préjugés de ses contemporains. Pour comprendre sa position, il faut d'abord se replacer dans le contexte de son temps. Au tournant des XVIe et XVIIe siècles, l'alchimie n'est pas encore rejetée comme une pseudo-science. Elle se situe dans un entre-deux où se croisent médecine, métallurgie, philosophie naturelle et théologie. De nombreux textes d'Avicenne ou de Paracelse, par exemple, nourrissent toujours l'imaginaire des lettrés. L'alchimie n'était pas seulement considérée comme une pratique expérimentale qui prétendait transformer les métaux. Elle était aussi une quête spirituelle qui invitait à voir dans le travail de la matière une élévation de l'âme. Dans cet univers intellectuel, une femme comme Marie de Gournay, passionnée de savoirs antiques et modernes, ne pouvait qu'être interpellée par ce mélange d'expérience, de symbolisme et de spéculation. Dans ses différents écrits, elle aborda plusieurs fois sa relation avec l'alchimie, et elle y manifesta une attitude double, faite à la fois de distance critique et de fascination. D'un côté, elle se moqua volontiers des promesses extravagantes des alchimistes qui prétendaient fabriquer de l'or à volonté. Elle voyait là une forme d'illusion proche des superstitions qui abusent l'esprit humain. D'ailleurs, elle avait bien conscience que l'alchimie avait échoué dans ses promesses de pierre philosophale. Ce qu'elle dit en ces termes: car si la pierre philosophale avait été une seule fois avec ses infinités, elle aurait tellement inondé l'univers d'or et d'argent qu'il ne serait plus en vogue. Mais d'un autre côté, elle reconnaissait à l'alchimie une valeur intellectuelle. Elle y percevait un effort de connaissance, une tentative d'interpréter les secrets de la nature. À ses yeux, l'alchimie n'était pas seulement l'art des faussaires, elle était aussi une discipline de la patience, une manière de penser la transformation et l'élévation. Voici ce qu'elle en dit. Quelques-uns rient de ma longue patience en ce travail. Outre que si même je n'espérais nul accès en l'œuvre, comme ne puis désormais le faire après ce long temps écoulé sans fruit, je ne me lasserai pas de travailler pour voir sous les degrés d'une très belle décoction ce que deviendra la matière que je tiens sur le feu. Cette curiosité n'est-elle pas naturelle et saine? Cette relation mêlant curiosité scientifique et méfiance envers la charlatanerie se traduisit dans deux règles qu'elle proposa pour ceux qui souhaitaient s'adonner à cette pratique. Je dis que cet exercice doit être toléré,
avec ces deux conditions toutefois, et non autrement, que l'ouvrier se garde des dépenses pesantes, afin de ne mettre pas le présent et l'assuré pour le futur et l'incertain, et qu'il chasse au loin ensuite les sottes espérances de ces millions de millions à quoi l'on attribue faussement la promesse au livre de cet art, qui ne la propose qu'allégoriquement, en cette mesure, son vrai fruit étant vraisemblablement modéré s'il est véritable. Elle s'est elle-même appliquée à respecter ces règles, et elle consacra de nombreux paragraphes à justifier ses faibles dépenses dans cette activité, alors qu'elle était accusée d'être trop dépensière. Remarquons que cet intérêt pour l'alchimie la distingue de Montaigne, dont elle n'adopta donc pas toutes les opinions. Pour Montaigne, l'alchimie illustrait surtout les illusions de l'esprit humain et le penchant pour les chimères. Marie de Gournay était l'héritière de cet esprit critique, et elle ne se laissait pas séduire par les charlatans. Mais contrairement à Montaigne, elle ne fermait pas totalement la porte à la fécondité intellectuelle des pratiques alchimiques. Peut-être sa conception du scepticisme était-elle moins rigoureuse que celle de son maître et ami, ce qui lui permettait de considérer l'alchimie comme une science de la nature. Elle expliqua d'ailleurs fort justement qu'on ne peut critiquer et interdire une activité qu'on n'avait pas pratiquée et dont on n'avait pas estimé les limites et les possibilités. Elle s'opposait ainsi à toute forme de dogmatisme. On peut remarquer que dans le texte que j'ai cité, elle suggérait que l'alchimie avait une signification allégorique. Mais elle n'en dit pas plus à ce sujet. Cela a donné lieu à des interprétations diverses sur la portée symbolique ou morale qu'elle attribuait à l'alchimie. Mais comme elle n'en a rien dit, je préfère ne pas spéculer à ce propos. Elle ne dit rien non plus sur ce qu'elle aurait découvert lors de ses expériences. Finalement, la seule chose qui est certaine, puisqu'elle le dit elle-même, c'est que cette pratique nourrissait sa curiosité et son désir de connaissance des secrets de la nature. On peut remarquer, et ça sera ma conclusion, que le point commun entre son féminisme et sa pratique de l'alchimie, c'est qu'il s'agissait dans les deux cas de lutter contre les dogmatismes et les préjugés. Si, comme le dit Adrien Mangili de l'Université de Genève, on peut parler de scepticisme à son propos, ce n'est pas, comme chez Montaigne, un scepticisme pyrrhonien qui affirme qu'on ne peut rien savoir. Je le vois plutôt comme une évolution de la position de Carnéade de la Nouvelle Académie, qui recherche le plus probable et le plus vraisemblable. C'est le scepticisme qui a mené à l'approche scientifique du monde, où tout ce qui est affirmé doit être confirmé par l'expérience. Et cela s'applique tout aussi bien à l'alchimie qu'à son féminisme, qui n'a donc rien d'idéologique, mais qui se veut quasiment scientifique. C'est la raison couplée avec l'expérience qui doivent déterminer nos choix et nos opinions. En ce sens, Marie de Gournay est extrêmement moderne. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, de la commenter, de la partager avec vos amis et connaissances, de lui mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, portez-vous bien.